Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, la rénovation énergétique dans les territoires. Une émission animée par Nathalie Croiset. On ne cesse de le dire, les territoires ont un rôle central à jouer dans la rénovation énergétique. C'est pourquoi chaque mois, nous faisons un focus sur une région pour mieux comprendre la stratégie mise en place et ses impacts. Nous avons un cadre particulier puisqu'en ce mois de septembre, ce seront les Journées du patrimoine, précisément les 18 et 19 septembre. C'est pourquoi on a souhaité parler de la rénovation des bâtiments patrimoniaux et spécifiquement en Bourgogne-Franche-Comté. Pour en parler, nous sommes avec Élodie Eberlé. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes responsable technique au Centre de ressources pour la réhabilitation responsable du bâti ancien, le CREBA. Quelques mots pour vous présenter. Alors, oui, effectivement, je fais partie du CREBA, mais je suis avant tout ingénieur au CEREMA. Donc, j'ai pu voir que vous aviez déjà quelques-uns de mes collègues qui étaient intervenus à Bâti Radio. Donc, juste pour rappeler, pour ceux qui n'auraient pas assisté aux précédentes éditions, donc le CEREMA, c'est le bureau d'études du ministère de la Transition écologique. Voilà, et donc on va rentrer en détail avec vous pour avoir une vision globale sur ces enjeux de la rénovation du bâti ancien. Également avec nous Jean-Luc Krieger, bonjour. Oui, bonjour à vous. Oui, vous êtes chargé de mission énergie à la région Bourgogne-Franche-Comté. Quelques mots supplémentaires pour vous présenter ? Je m'occupe d'un programme qui vise à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments en général. Mais le bâtiment ancien en fait bien sûr partie. Et on va parler évidemment de rénovation énergétique avec vous tout à l'heure. Alors, ce qui est important aussi dans cette séquence, c'est d'avoir aussi des témoignages et de voir concrètement des projets. Virginie Juteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte, vous avez notamment travaillé sur la rénovation du siège du CAUE 71. Vous allez nous en dire plus, quelques mots pour vous présenter. Je suis architecte, effectivement, CAUE de Saône-et-Loire depuis une vingtaine d'années. Et donc, j'ai participé au projet de rénovation du CAUE il y a une dizaine d'années à peu près. Voilà, il y a une dizaine d'années. On aura un autre témoignage. Alors pour le moment, on n'arrive pas à le joindre. C'est la difficulté de la vision. On a vu que ce n'était pas toujours très simple. C'est Yvon Cotier qui est architecte et qui a travaillé sur un autre projet qui va nous rejoindre en cours de route. Alors avant de rentrer dans le concret, le vif du sujet en Bourgogne-Franche-Comté, c'est important d'avoir une vision aussi un peu globale du sujet. Élodie Eberlé, quels sont les enjeux autour de la réhabilitation justement du bâti ancien en France ? Alors, ils sont multiples. Déjà, il faut savoir que, si on veut commencer par les définitions, bâti ancien, ça va être les bâtiments plutôt construits avant 1948 avec des matériaux et des techniques traditionnelles. Donc, si on part sur cette définition, en France, il y a un tiers des bâtiments existants qui sont du bâti ancien. Donc en termes d'impact pour pour diminuer les émissions de carbone, c'est quand même un secteur qu'il faut pas oublier. Évidemment, il y a les bâtiments existants d'après 48 et d'avant 70 qui sont très très consommateurs puisqu'il n'y avait pas encore de réglementation thermique à ce moment-là. Mais c'est vrai que le bâti ancien, il va aussi falloir s'y intéresser quand on fait de la réhabilitation énergétique. Donc il y a cet enjeu quantitatif. Après, il y a l'enjeu qualitatif. Et ça, c'est une autre paire de manches. Souvent, évidemment, ces bâtiments ont un intérêt patrimonial. Pas tous. Il faut aussi savoir qu'après 48, certains bâtiments ont aussi un intérêt patrimonial. Mais en tout cas, nous, au CREBA, on se concentre surtout avant 48. Mais donc, il y a cet enjeu patrimonial qui est parfois subtil. C'est-à-dire que la petite ferme... typique de la région ou la maison d'ouvrier typique de l'histoire de la région, c'est aussi du patrimoine et autant ça peut être facile sur des grands ensembles de ne pas détruire la valeur patrimoniale des bâtiments en faisant une réhabilitation énergétique, autant sur ce qu'on appelle aussi ce petit patrimoine, c'est plus difficile, c'est plus diffus et on peut parfois se retrouver avec des réhabilitations énergétiques qui ont complètement détruit la valeur patrimoniale et en fait ça modifie la qualité de vie, ça modifie
des aspects d'urbanisme. Voilà, ça fait, ça enlève quelque chose, on va dire, à la qualité de vie des habitants. Ouais, voilà, parce que ce sont pas toujours des bâtiments classés, c'est ça. Il y a quelqu'un juste derrière qui est connecté et qui ça nous fait du bruit en même temps. Mais bon, mais c'est lié finalement à une histoire, c'est ça, à un territoire. Oui, donc c'est ça la difficulté. Oui, donc je pense que Madame Juteau pourra mieux en parler que moi, puisque elle est architecte et pas moi. Mais voilà, parfois il suffit de lever le nez et de regarder sa propre maison, de se rendre compte qu'il y a des petits détails qui sont intéressants, par exemple sur les façades extérieures, et que bon, finalement, l'isolation par l'extérieur que l'artisan nous a conseillé, c'est peut-être pas la meilleure solution. Et qu'il y a peut-être d'autres solutions à trouver pour justement garder ces petits éléments patrimoniaux qui font aussi la beauté du bâtiment. Et donc, troisième enjeu, donc il y avait un enjeu quantitatif, un premier enjeu qualitatif, et il y a un troisième enjeu qualitatif qui est que ce sont souvent des bâtiments qui sont perméables à la vapeur. C'est des bâtiments qui sont construits en torchis, de la maçonnerie qui est assemblée avec de la chaux, etc. Ça, c'est des matériaux qui se laissent assez facilement traverser par la vapeur. Et donc le problème, c'est que si on vient avec des matériaux, avec de l'isolation qui n'est pas perméable à la vapeur, on crée de la pathologie. Donc il y a aussi un enjeu de comment faire et de bien faire sur ces bâtiments pour ne pas les détruire. Hein, voilà. Très simplement, du polystyrène en isolation par l'intérieur sur un bâtiment ancien en pan de bois torchis, c'est plutôt une mauvaise idée. Parce que vous allez empêcher la migration naturelle de l'humidité dans le mur et ça va potentiellement créer des pathologies. Donc voilà, ces trois enjeux-là, c'est des enjeux très forts sur le bâti ancien. Alors ce que je vais vous proposer, c'est tout à l'heure de commenter justement les illustrations de Virginie Juteau et aussi le temps qui se présente. Je crois qu'Yvon Cotier nous a rejoint aussi. Je le salue. Vous êtes là avec nous ? Bonjour, oui, je suis là, vous m'entendez ? Voilà, vous êtes associé de l'agence Haguet Architecte et Associés, architecte du patrimoine. Quelques mots pour vous présenter, puis après je vous repasserai la parole dans le fil de la discussion. Mais on vous a retrouvé, je vous laisse vous présenter. Et donc, je suis Yvon Cotier, architecte du patrimoine, donc gérant de la société AC Architecte à Clermont-Ferrand. On travaille essentiellement sur des questions de réhabilitation patrimoniale et on a eu le plaisir de réaliser l'IFSI à Nevers avec la région Bourgogne. Voilà, on va y arriver concrètement dans cet exemple, mais on va maintenant zoomer. Là, on a parlé évidemment plus globalement de ces enjeux de rénovation du bâti ancien, du patrimoine avec Élodie Emerlet. Jean-Luc Rieger, alors en Bourgogne-Franche-Comté, je suppose qu'il y a quand même un patrimoine évidemment qui est assez riche, donc beaucoup de choses à faire en la matière. Oui, il y a un certain nombre de typologies déjà qui ont été analysées par des associations. Je crois que le CEREMA aussi a travaillé sur le sujet des typologies régionales. Et puis nous-mêmes, lorsqu'on a attaqué, comme je disais en introduction, notre politique pour l'amélioration globale du parc bâti, alors on était très focalisé énergie au départ, puisque nous, notre ambition, c'était d'aller vers la route de la basse consommation pour tout le monde. Et donc ça, dans les perspectives des enjeux climatiques et des échéances 2050, avec en arrière-plan aussi ce que disait tout à l'heure l'introductrice précédente, c'est-à-dire que le bâti ancien en termes de CO2 c'est intéressant parce que vaut mieux rénover que construire aussi sous cet angle-là. Par contre, l'interrogation patrimoniale elle est venue assez vite aussi parce que lorsqu'on s'intéresse au côté énergie, on a vite tendance à aller sur une approche très technique et puis on oublie un peu le patrimoine et ce serait quand même dommage, ça a été souligné. Donc nous, on s'est vite rendu compte qu'il fallait travailler sur un compromis parce qu'on ne peut pas laisser non plus le bâti ancien dans son jus très simplement comme une pièce de musée, puisque derrière, il y a des interrogations sur qu'est-ce qu'on fait avec tous ces parcs. Il faut en faire quelque chose, mais il faut aussi le mettre au standard actuel. Donc ça veut dire standard en termes de fonctionnalité, en termes de confort aussi. Maintenant, il y a une exigence quand même un peu supérieure à ce que vivaient nos anciens dans les bâtiments de l'époque, où les aspects sanitaires et puis chauffage n'étaient pas les mêmes. Donc voilà, donc, tout ce bâti, il faut quand même en faire quelque chose d'un peu plus moderne. On a aussi une interrogation de manière plus globale au niveau urbain sur évitons les dents creuses, c'est-à-dire qu'un bâtiment qui ne sert à rien dans un centre-bourg en ville, c'est quand même très dommage. Voilà.
que ce soit en termes de vacances, de logement ou de considérations urbaines en général, hein, sur la vie des bourgs. C'est aussi pour nous un axe de réduction de l'artificialisation, puisqu'on travaille sur ce sujet-là, et puis ce sera un axe qui sera de plus en plus développé avec les futurs schémas d'aménagement. Donc, évitons de construire en périphérie et rénovons déjà les centres. Donc ça, c'est voilà. Donc il y a tout un boulot à faire de ce côté-là. Mais voilà, il faut arriver à un compromis entre énergie et architecture. Voilà. Alors vous avez quelques exemples qui commencent à circuler. Peut-être on va rentrer dans le vif du sujet des exemples. Quelques typologies. Peut-être nous dire un petit peu ce sur quoi vous travaillez. Alors, je ne sais pas si les images circulent. J'avais préparé quelques images. Donc, tout à fait, des images pour ceux qui nous regardent en vidéo. Exactement. Allez-y. Voilà. Donc, il y a la maison individuelle. Donc, forcément, chez nous, région rurale, c'est 65% du bâtiment, c'est de la maison individuelle. Donc, voilà, forcément, dans tout ça, il y a pas mal d'anciens. Alors, vous avez le cas d'un, on va appeler ça un chalet suisse, si vous voulez, puisque c'est un bâtiment qui est situé en frontière de la Suisse, chez nous. Donc, voilà, donc un bâtiment de 1750 à peu près, qui a été rénové au standard basse consommation, avec là aussi l'interrogation matériaux, puisque le maître d'ouvrage a pu mettre de la laine de bois en isolation, donc c'est tout à fait cohérent. Et c'est intéressant aussi sur ces aspects-là. Vous avez ce qu'on peut qualifier de maisons de ville, donc on a un exemple. Alors, moi je ne les vois pas, donc je suis un peu perdu parce que je vois pas les images. Vous inquiétez pas, on les présente en même temps. J'en profite pour dire pour ceux qui nous écouteront ultérieurement en podcast, vous avez la voix mais pas l'image, mais c'est pas grave, on les diffuse. Allez-y, vous pouvez vous exprimer. Donc il y a un cas de maison, on l'a qualifié de maison bourgeoise si vous voulez, donc du fin 19e, donc qui était un gros bâtiment, un beau bâtiment qui était vide, hein, avec des logements vacants dans un centre-bourg. Donc là, qui a été repris par la collectivité et puis transformé en service public, donc cantine, périscolaire, bibliothèque, médiathèque. Voilà, donc ce qui redonne de la vie dans le bourg, et c'est tout à fait intéressant. Vous avez aussi le cas des logements collectifs urbains dans des immeubles anciens. Là, vous avez le cas d'un immeuble 1850 à peu près à Dole, en centre ancien, donc qui a été rénové pour produire 4 logements modernes sur des niveaux énergétiques qu'on peut qualifier quasiment de passifs. Voilà, donc c'est quand même quelque chose de très intéressant aussi. Puis après, vous avez toute d'anciens bâtiments qui étaient un des grands cas courants, c'est les presbytères, puisque c'est souvent des bâtiments au centre, puisque c'est à côté de l'église. Bon, il n'y a plus de curé, donc il faut bien en faire quelque chose. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Donc c'est une interrogation pour beaucoup de collectivités. Là, vous avez un exemple de restructuration où on a pu mixer services publics avec salles socioculturelles, salles de musique, bibliothèque, puis également remettre du logement en centre. C'est intéressant aussi. Ou d'autres cas, donc des bâtiments de type artisanaux. Donc on a le cas d'une ancienne fromagerie. Alors ça c'est plutôt la partie comptée, hein, voilà. Donc les fromageries, elles doivent se mettre aux normes. Donc parfois on abandonne les anciens bâtiments, on va ailleurs. Et puis qu'est-ce qu'on ferait de la fromagerie historique? Voilà, là elle est transformée en mairie tout simplement. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir une mairie moderne et puis un peu jolie. Et puis, le dernier cas que je vous ai mis, normalement, c'est une école qui, elle, est encore vivante. Hein, donc là, c'est pas un bâtiment qui est vacant, mais c'est comment garder cette école. Et donc, c'est un cas à Tramail, en Saône-et-Loire. Donc, avec une école qui a été complètement transformée, donc, point de vue fonctionnel et énergétique, puisqu'elle atteint le niveau basse consommation, avec une extension, vous voyez en arrière-plan, pour regrouper maternelle et puis école primaire en un seul lieu. Avec en plus cette extension qui a été réalisée en bâtiment à énergie positive. Voilà, quelques cas qui sont pour moi très intéressants et qui arrivent à ce compromis énergie, architecture et aussi redonner vie à ces bâtiments. Voilà, ce sont aussi des lieux de vie et c'est intéressant à voir. On va continuer avec les exemples parce que c'est toujours riche cette séquence et je sais que vous voulez parler évidemment longuement de tous vos exemples avec Virginie Juteau, donc pour la rénovation du siège du CAE 71, un conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Ça aussi c'est un lieu vivant. Donc une année de construction de 1873, c'est ça, et donc il y a à peu près un peu moins d'une dizaine d'années que ça a été fait, c'est ça? Oui. Le chantier s'est déroulé en fait entre 2011 et 2013. Et donc
Qu'est-ce qui a été mis en avant aussi autour de ce chantier? Parce que voilà, c'est quand même il y a une qualité d'espace, il y a un usage aussi. Comment sont déroulés les travaux? Alors déjà, le CAUE, c'est des architectes, des urbanistes et des paysagistes en interne. Donc un projet déjà complexe, puisqu'on avait des compétences en interne. Donc pour l'architecte qui est intervenu, pas forcément un contexte facile. Et avec des exigences assez importantes, notamment déjà des exigences sur la qualité urbaine. C'est un bâtiment en fait qui n'appartenait pas au CAUE, qu'on a décidé en fait d'acquérir tout simplement pour justement limiter une nouvelle construction, favoriser la réhabilitation. Donc ça fait partie aussi des conseils que le CAUE donne. On va dire que le premier objectif, c'était aussi d'être exemplaire par rapport aux conseils qu'on peut donner aux collectivités ou aux particuliers qu'on accompagne. On a accompagné notamment la commune de Tramail dont on vient juste de parler. Et donc, on avait des exigences en termes de qualité urbaine, donc c'était vraiment recréer un lieu dans la ville, ça c'était important, réinvestir un bâtiment qui était inoccupé ou occupé partiellement puisqu'il avait été morcelé par les précédents propriétaires et loué au cas par cas. Voilà, c'était aussi retravailler tout l'espace public en fait périphérique, ce qui est important puisqu'un bâtiment sans son espace public n'est pas forcément un lieu d'accueil. Donc voilà, c'était déjà réinvestir ce lieu dans la ville. Une qualité architecturale, bien sûr, on en a parlé tout au début de l'émission. Un bâtiment qui avait été rénové à plusieurs reprises et dont les caractéristiques, les modénatures avaient été complètement niées, avec une peinture blanche qui unifiait complètement le bâtiment originel. Et donc du coup l'idée quand même de retrouver l'image originelle et le dessin architectural extérieur. Donc avec une volonté aussi de ne pas de travailler vraiment dans le volume. Et vous avez gardé l'enveloppe, c'est ça? Vous avez gardé l'enveloppe et vous avez fait des transformations intérieures. Ouais. Il y a eu des propositions en fait d'extension extérieure qui finalement n'ont pas été validées par les personnes qui suivaient en interne. Pour des raisons déjà d'image architecturale, qu'on trouvait déjà qu'il avait une certaine présence à lui tout seul, et puis aussi pour des raisons de surface. On avait les surfaces nécessaires en interne, donc on ne voyait pas l'intérêt d'aller s'étendre encore un petit peu plus, travailler vraiment sur l'enveloppe originelle. Et puis après, ce bâtiment avait quand même la caractéristique d'être extrêmement compact, donc d'être plutôt, on va dire, d'avoir tous les éléments pour pouvoir devenir un bâtiment performant. Donc ça, c'était vraiment par rapport à la qualité architecturale extérieure. Et on avait une exigence de qualité d'usage aussi, puisqu'on reçoit beaucoup de public. On était quand même une équipe un peu plus d'une dizaine de personnes à l'époque. Et donc, du coup, l'idée d'avoir vraiment de stratifier en fait les fonctions en ayant tout ce qui était accueil du public au rez-de-chaussée, en favorisant bien sûr l'accessibilité pour tous, et puis tout ce qui était bureau sur les étages supérieurs. Alors, quelques mots, parce que je vous dis, je suis désolée, je vous accélère aussi, parce que vous avez tous très envie de développer longuement. C'est dans cette thématique, à chaque fois, c'est vrai que vous avez envie de développer longuement vos projets, on le comprend. Mais juste, voilà, il y a eu des travaux, et on le voit sur la pénétration de la lumière naturelle, des matériaux biosourcés aussi que vous avez utilisés. On en parlait, ça va faire plaisir à Eric Vial qui intervenait auparavant, du chauffage aussi avec du granulé bois, hein, c'est ça, une ventilation double flux, parce que ça, c'est important aussi pour tous ceux qui nous suivent, notamment d'Uniclimat, parler de ces enjeux-là. Voilà quelques mots un petit peu aussi techniquement de ce que vous avez mis en place. L'idée, ça a été effectivement... Ah, je pense qu'on a une micro-coupure. Je crois qu'on a perdu... voilà, ce n'est pas un complot. Je n'ai pas coupé volontairement la parole. On vous retrouve. Vous êtes là avec nous ? Il y a une micro-coupure. Oui. Voilà, allez-y. Donc l'idée c'était alors je sais pas où vous m'avez coupé donc non recommencez, j'étais juste après ma question, allez-y. Donc l'idée était vraiment de travailler sur la perspirance aussi des matériaux, le respect du bâtiment ancien
Donc, avec la mise en place d'une isolation par l'intérieur, avec des matériaux biosourcés, qui permettaient aussi de conserver tout ce qui était inertie, captation du soleil naturel extérieur. On a conservé également un mur de refend qui existait, qui sert à capter en fait les calories et à les restituer au fil de la journée. Une vraie volonté de pas mettre trop d'éléments techniques, c'est-à-dire qu'on n'a pas souhaité de climatisation, on a souhaité plutôt travailler sur l'inertie, sur la nature et la qualité des matériaux mis en place. Et puis, en favorisant aussi ce qu'on appelle une ventilation nocturne naturelle, en fait, en limitant, en fait, la mise en place d'éléments techniques qui sont aussi source d'énergie nécessaire produite. Alors, mise en place d'un chauffage, effectivement, d'un chauffage basse consommation à granulés. Alors, on va poursuivre avec l'autre exemple dans un instant d'Yvon Cotier. Peut-être un commentaire, Élodie Héberlé, sur ce que vous avez déjà vu là depuis le début de cette table ronde. C'est de toute façon, pour réagir déjà à la réhabilitation, enfin cette réhabilitation du siège du CAUE, c'est exemplaire évidemment, et c'est vrai que sur les territoires et pas seulement en Bourgogne-Franche-Comté, les CAUE ou les parcs naturels régionaux qui se sont saisis de la problématique bâti ancien, réhabilitation du bâti ancien, font un travail remarquable et leurs sièges ou leurs maisons du parc sont souvent une excellente vitrine pour la réhabilitation responsable du bâti ancien. Donc voilà, techniquement, évidemment, rien à dire, architecturalement, rien à dire, et puis énergétiquement, pareil. Et c'est important de montrer des exemples qui montrent que c'est possible, en fait. Il y a parfois encore des gens qui pensent qu'on peut pas faire de la performance dans du bâti ancien. Et ben là, on a l'exemple que c'est tout à fait possible. En plus avec des matériaux biosourcés, ce qu'il faut aussi souligner. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus, mais de toute façon, j'ai rien à dire sur cette réhabilitation qui me paraît vraiment très bien. Oui, mais c'est pour avoir votre éclairage évidemment sur globalement cet exemple. Alors on va poursuivre avec Yvon Cotier, architecte du patrimoine, et donc vous en parliez, l'IFSI, l'Institut de formation aux soins infirmiers de Nevers, qui est un bâtiment militaire de 1883, c'est ça, et les travaux à l'aide de livraison, c'est 2014, c'est ça. Alors de la même façon, voilà, nous expliquer dans un temps record, vous l'avez compris, on a des enjeux parce que vous avez envie d'en dire beaucoup, mais expliquer peut-être quelles étaient les attentes, parce que ça c'était important aussi, les attentes du maître d'ouvrage en la matière. Est-ce que vous avez réalisé ? Alors sur ce projet de l'IFSI, donc il y avait une demande assez forte donc sur 3 enjeux majeurs. Premier enjeu était de mettre en place un problème fonctionnel et qui puisse recevoir l'IFSI dans des conditions tout à fait contemporaines. Deuxième enjeu, la valorisation patrimoniale du site. Et le troisième enjeu, la question énergétique, réaliser un bâtiment basse consommation. Donc ça, c'était les 3 points du maître d'ouvrage assez forts. Et ce qu'on peut dire quand même pour se donner les moyens, il faut noter que la maîtrise d'ouvrage, là, nous avait mis des moyens. Et ça, je pense que c'est un point important de donner aux équipes de maîtrise d'œuvre les outils par déjà le choix des équipes de maîtrise d'œuvre et leurs partenaires, et également les missions confiées à la maîtrise d'œuvre, donc là qui ont été du diagnostic, si vous voulez, jusqu'aux exés et des missions complémentaires, qui ont permis finalement une analyse extrêmement complète du bâtiment, que ce soit dans son identification patrimoniale et dans finalement ce qui fait le sens et l'ADN de ce bâtiment, et des moyens qu'on allait pouvoir mettre en place pour réaliser les performances attendues. Donc sur le projet en soi, c'est un bâtiment qui fait quand même 70 mètres de long, 16 mètres de large. On a d'abord réalisé une question sur l'enveloppe. L'enveloppe, donc on a travaillé donc à partir des murs. On a d'abord analysé en laboratoire les enduits qui existaient, puisqu'au départ il y avait une question s'il y avait trop de ciment ou pas, cette question de la perméabilité qui était évoquée tout à l'heure, qui devait impérativement exister. Donc, il s'est trouvé que l'analyse a révélé des mortiers bâtardés, mais qui seraient
tout à fait cet échange d'hygrométrie. Et donc, on a pu préserver une très grande partie des enduits existants, ce qui nous a permis aussi de réaliser des économies et de se concentrer sur des prestations intérieures de grande qualité. Donc, on a réalisé une enveloppe intérieure en toiture, si vous voulez, avec des panneaux de fibre de bois, tout en conservant la charpente existante, ouate de cellulose de 300 mm avec une isolation renforcée par-dessous, plus frein vapeur. Et sur les périphériques, on est parti avec de la laine de bois et de chanvre sur 200 mm. Le bâtiment a été éprouvé par 3 tests, suivant les temps de test, suivant les temps de chantier, qui ont révélé des performances extrêmement fortes, donc qui rentraient toutes dans les objectifs et bien au-delà. Et au final, si vous voulez, on avait une demande donc de 80 kW/m². On arrive à 68 au moment de la livraison. Et a priori, d'après les recalculs énergétiques, aujourd'hui, on a un bâtiment sur 58 kW/m². Donc, un bâtiment de performance, oui. Et ce qui est intéressant, c'est le point de départ, c'est pratiquement cette caserne, elle devait presque être démolie, c'est ça? Et finalement, vous êtes arrivé à en faire quelque chose. Voilà. Ouais. Au départ, on devait démolir, parce que le bâtiment est constitué de 80 poteaux fonte, stabilité au feu d'1 quart d'heure. Et nous, notre parti pris a été d'identifier justement cette question de l'héritage. Et on s'est rendu compte que finalement, ce qui faisait le sens de ce bâtiment, c'était son architecture sur le papier peint avec toutes les fenêtres répétitives et cette structure poteau fonte et plancher de boutin qui assurait quand même des planchers à plus de 600 kg de portance. Donc on s'est dit, c'est vraiment dommage d'aller tout démolir. Donc finalement, sur 80 poteaux, on a pu en garder 72. On a réalisé un ensemble donc, qui a été assez restructuré, notamment au niveau du rez-de-chaussée et sur quelques refends. Mais dans sa globalité, on a essayé de travailler avec l'ensemble de l'existant, ce qu'on essaye de faire sur chacun de nos projets. Alors, je rajoute aussi qu'on était épaulé là, dans ce chantier par la maîtrise d'ouvrage qui s'était associé à Enertech, qui était présent sur oui, j'en parlais, je faisais le lien justement avant votre... Vous ne suiviez pas encore, voilà. Mais j'ai fait le lien, oui. Donc, qui ont validé ces procédures. Et pendant le chantier, ce qui a été mis aussi en place lors des mises en œuvre, il y a eu des journées de formation qui étaient prévues dans le cadre de l'appel d'offres où on a pu voir avec les entreprises qui étaient toutes associées, par exemple, sur la pose des fenêtres et des menuiseries, puisqu'on a du triple vitrage côté nord, double vitrage côté sud, on a fait des journées de formation sur les protocoles de pose, ce qui a permis d'avoir des résultats, si vous voulez, dans mise en œuvre d'une très grande qualité. Et aussi, on le précise, parce que ça aussi, c'est un point important, aussi une ventilation double flux. Alors, je vous ferai commenter, réagir tout à l'heure. Élodie Eberlé, on voit qu'il y a eu beaucoup d'exemples là, qui ont été présentés. Est-ce qu'on peut se demander quand même, il y a une grande variété, est-ce qu'il existe quand même des modes de rénovation qui peuvent être applicables à tous les types de bâtiments globalement ? Alors, c'est un peu le Graal, hein, évidemment. Nous, au CREBA, on défend quand même une approche au cas par cas, bien que évidemment on puisse parfois aller plus vite. Hein. Certains patrimoines sont moins sensibles que d'autres, mais c'est sûr que la massification de la rénovation énergétique sur le bâti ancien pose certaines difficultés. Maintenant, si on y regarde de plus près, on sait très bien qu'il y a certaines techniques qui vont plutôt bien marcher. Hein. Je sais pas, ouate de cellulose, frein vapeur hygro variable par l'intérieur, ou alors du béton de chanvre. On peut trouver des solutions qui vont convenir dans de nombreux cas, hein, évidemment. Après, ça dépend du contexte. Hein. Évidemment, si vous avez des décors intérieurs, déjà l'isolation par l'intérieur, vous allez dans la plupart des cas oublier. Si vous avez des problèmes spéciaux de remontée capillaire qui n'ont pas pu être résolus, eh bien, il va falloir penser à un autre type d'isolant, etc. Mais bon, le cas par cas dans un premier temps, et puis effectivement quand on rentre dans le détail, on n'est pas non plus obligé à chaque fois de réinventer la lune. Hein,
il y a certaines solutions éprouvées qui fonctionnent et pour faire simple et pour aussi encore une fois parler de la réhabilitation du CAUE, rester aussi dans le simple, hein, dans le low tech, hein, c'est ce que j'ai pu comprendre. Il y a des solutions qui marchent, on les met en œuvre et on n'est pas forcément tout le temps, on n'est pas sûr à chaque fois, on repart pas de zéro à chaque fois qu'on prend un bâtiment ancien. Et je voulais juste souligner sur la réhabilitation de Monsieur Cotier là, de l'IFSI. Ce qui est intéressant aussi, c'est la démarche quand on fait une réhabilitation énergétique sur un bâtiment ancien. Donc là, il y a une grosse partie de diagnostic en fait, Oui. qui est très intéressante et qui est indispensable. Déjà, le diagnostic patrimonial, quels sont les éléments intéressants, quels sont les éléments qui ont été rapportés qui sont peut-être pas intéressants. Le diagnostic technique qui a permis au final de faire des économies financières, puisque voilà, peut-être on se serait dit l'enduit, ça a l'air d'être du ciment, on va tout piquer, on va tout enlever. En fait, par un diagnostic un peu plus précis, vous avez pu vous rendre compte que finalement l'enduit allait à peu près et c'était pas la peine de l'enlever et on pouvait se concentrer sur d'autres travaux. Donc dans le bâti ancien, le diagnostic avant travaux, hein, avant de décider quoi mettre comme isolant, il faut déjà savoir devant quel bâtiment on est, qu'est-ce qu'on peut réutiliser, qu'est-ce qu'il y a comme problème qu'il faut résoudre avant de faire de l'isolation, etc. Donc c'est très, très intéressant sur ce point-là. Alors Jean-Luc Krieger, on a vu le rôle aussi que jouaient les architectes dans cette rénovation. Vous travaillez aussi comme ça avec des architectes, avec d'autres vous avez engagé un mode de réflexion aussi sur les projets. Oui, dans notre fonctionnement pour le programme, nous les avons associés assez tôt. Alors, ça nous a permis de développer une assez bonne entente avec la direction régionale des affaires culturelles, la DRAC, en abrégé, pour ceux qui connaissent. Et donc, ce qui nous a amené déjà à dialoguer sur les projets en amont pour dire, voilà, tel projet, qu'est-ce qu'on a intérêt à faire dessus, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter chacun sur le plan énergétique et architectural. Ça nous a permis aussi de développer du coup des relations un peu privilégiées avec certains architectes du patrimoine. C'est pas toujours simple, mais pour certains ça fonctionne. Et récemment, donc la DRAC a mené chez nous un programme qui s'appelle Adapter le bâti ancien aux enjeux climatiques. Et en fait, qui est un guide un peu sur les typologies régionales du bâti ancien en milieu urbain. Donc, alors c'est un peu dommage parce que ce guide il n'est pas encore disponible. Il devrait sortir là prochainement, septembre-octobre, sur le site de l'association AGENA, AJENA. Vous pourrez aller voir. Pour l'instant, il y a quelques infos, mais vous n'avez pas encore le guide. Il sera bientôt en ligne. Ça permettra aussi d'avoir un peu. Alors, c'est pas des solutions de référence, mais c'est des lignes directrices pour certaines typologies de patrimoine. Voilà. C'est quand même intéressant pour gagner du temps et aussi avoir une vision un peu cadrée des choses, notamment pour tous les espaces qui sont censés faire du conseil aux particuliers ou à d'autres structures, ou aux collectivités, qui sont les espaces qui conseillent, espaces conseil faire par exemple, les CAUE dont on a parlé, ou les UDAP. Et alors il y a aussi un sujet quand même que vous vouliez évoquer, glisser un mot, c'est la biodiversité. Oui, alors juste avant, je voulais aussi signaler qu'on travaille aussi avec Ifinergie au niveau national. Ouais. Donc, Ifinergie, quand même, qui sur le bâti ancien a sorti une démarche de label Ifinergie Patrimoine, justement, qui aide aussi à réfléchir sur les cas complexes lorsqu'on n'arrive pas à faire de la basse consommation sur du bâti ancien, et de réfléchir qu'est-ce qui est permis, jusqu'où on peut aller, voilà, de chaque côté, quoi. Donc, ça, c'est quand même intéressant aussi. Donc, on est inscrit dans cette démarche aussi, sur les cas qui posent vraiment problème. Voilà. Et donc, un mot de biodiversité, ouais. Et puis, lorsqu'on fait du bâti ancien, il y a deux choses sur lesquelles on travaille, parce que ça nous interroge, c'est les matériaux biosourcés, donc ça a été évoqué tout à l'heure, donc comment mettre plus de matériaux biosourcés dans les bâtis anciens, le bois, le chanvre, la paille, la ouate de cellulose et de carton, puisqu'on a une entreprise dans la région là-dessus. Et aussi, lorsqu'on est sur le bâti ancien, alors notamment en milieu urbain, c'est quand même souvent une question d'enjeu de biodiversité, puisque ça touche au gîte d'un certain nombre d'espèces, donc notamment les martinets en milieu urbain et puis les chauves-souris. Donc c'est des choses qu'il faut avoir en tête aussi au niveau diagnostic, qui a été évoqué tout à l'heure. Élargir aussi le diagnostic, peut-être à des diagnostics biodiversité pour ne pas
casser des choses vivantes qui sont là et qui n'auront plus d'espace. Alors Virginie Juteau, je suis désolée, il nous reste 5 minutes, donc je dois respecter le temps vu le nombre de séquences. Virginie Juteau, peut-être un commentaire global aussi sur ce qu'on a entendu, ce que vous avez envie de dire. Peut-être il n'y a pas évidemment que cette rénovation, d'autres choses sur lesquelles vous travaillez ? Effectivement, tout ce qui a été dit était intéressant. Je voulais juste repréciser que le CAUE n'a pas fait son projet tout seul non plus. On était accompagné par la région qui, à l'époque, en fait, offrait un accompagnement par des ingénieurs, et notamment Enertech à l'époque aussi. Donc, on revient sur les mêmes. Après, le CAUE, effectivement, accompagne au cas par cas et les collectivités et les particuliers via le conseil en architecture, mais aussi en énergie, comme ça a été souligné, avec les conseillers espace vert au sein de notre structure. Et donc ça, c'est effectivement du cas par cas. On a du mal, en fait, à dire qu'il y a une seule solution pour tous les projets. Et ça, je m'en doute bien. Peut-être qu'Yvon Cottier peut réagir aussi à ça. Puis il y a une question qui est arrivée aussi pour vous. Quelqu'un qui souhaite savoir un peu plus les solutions techniques qui ont été retenues pour la rénovation. Alors, pour la réaction, donc je pense qu'en effet, on est vraiment sur du cas par cas, et je voulais simplement revenir sur ce que disait Madame Eberlé sur la question du diagnostic qui pour nous est fondamental dans chacun des dossiers, dans chacune des opérations où la réussite vraiment passe par l'élaboration d'un diagnostic profond, approfondi et d'une vraie reconnaissance de l'existant. Alors la question, c'est sur les moyens techniques mis en place sur l'IFSI. Oui. Oui. Donc on a, si vous voulez, une gestion donc double flux, un système donc de double flux qui est mis en place, deux chaudières à gaz de 43 watts qui chauffent l'ensemble. Il n'y a pas de climatisation sur le bâtiment avec un rafraîchissement nocturne. On a donc des isolants, comme je vous le disais, périphériques de 200 mm, laine de bois et laine de chanvre. Et on a aussi des apports de lumière complémentaires qui ont été mis par des prismes qui ont été spécialement étudiés pour les amphis, pour renforcer l'éclairage naturel. Donc il y a tout un tas d'équipements, si vous voulez, qui ne font que optimiser le naturel et pour donner le confort d'usage aux étudiants. Alors vous voulez un dernier mot de conclusion peut-être ? Moi, je dirais qu'on a été extrêmement ravis de faire cette opération à Nevers, qui pour moi est une opération que je cite souvent. Si vous voulez, je suis moi-même également enseignant, et partager cette expérience est extrêmement enrichissant, parce que c'est, comme je vous disais au départ, c'est vraiment un bâtiment de performance et où on peut montrer que finalement, avec un existant bien étudié, on arrive, si vous voulez, à réaliser des performances. Et ça, que ce soit dans la performance énergétique, la performance d'usage et dans la performance patrimoniale. Il faut voir aussi qu'on sorte sur des coûts qui sont de moins de 1 500 € du mètre carré. Alors, quand on dit que la réhabilitation coûte cher, c'est pas forcément vrai. Si on prend bien les choses comme il faut, je pense qu'on a vraiment un potentiel énorme avec l'existant. Alors une conclusion maintenant, Élodie Eberlé, peut-être sur ce qui a été dit. On a vu des exemples quand même très concrets dans ces questions de rénovation du bâti ancien. C'est possible, faut peut-être encore faire un peu de sensibilisation sur le sujet pour l'encourager. Oui, c'est sûr. Et c'est des projets, on va dire phares, qui méritent d'être présentés. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de structures qui se saisissent de ce sujet, voilà, comme je disais, CAUE, parcs naturels régionaux, les associations en local, donc la GENA en l'occurrence pour la Bourgogne-Franche-Comté. Donc oui, il faut continuer à montrer que c'est possible, et ça on espère que ça percolera pour les projets plus petits, parce que là on a vu quand même des projets assez importants. C'est important que le particulier de la maison individuelle se saisisse aussi de ça et comprenne qu'il y a autre chose à faire que l'isolation par l'extérieur sur son petit bâtiment.
Et peut-être que je voulais aussi juste dire un mot par rapport aux réhabilitations que Monsieur Krieger a montré pour la région. J'ai pas pu les voir, mais si vous dites que la DRAC a été associée, il y a probablement aucun problème niveau patrimoine et puis niveau énergie non plus. Mais ce qui est important aussi sur le bâti ancien, c'est de faire se rencontrer différents métiers, en fait. Ce qui n'est pas forcément le cas de la réhabilitation d'autres bâtiments existants. Mais voilà, c'est vraiment important d'avoir un vrai dialogue entre l'architecte et l'ingénieur pour qu'ils puissent faire un vrai projet global et qualitatif. On essaye d'ailleurs au CREBA de décloisonner un petit peu ces échanges et de faire, parce qu'au final, quand on creuse, tout le monde a le même objectif, que ces bâtiments persistent, qu'ils soient confortables. Voilà, c'est parfois juste une question de forme qui fait qu'il y a des difficultés. Mais voilà, donc réhabiliter le bâti ancien, c'est possible. Il faut parfois peut-être un peu plus de temps, un peu plus de discussion, un peu plus de matière grise, mais on peut très bien y arriver. Merci beaucoup à vous encore pour cet échange qui est très riche. Je suis toujours obligée un peu d'accélérer le mouvement, mais finalement 45 minutes pour parler d'autant d'exemples concrets, c'est pas toujours très simple. Merci Élodie Eberlé, responsable technique au sein du CREBA, donc pour le CEREMA, on a bien compris. Jean-Luc Krieger, chargé de mission énergie de la région Bourgogne-Franche-Comté, Virginie Juteau, architecte, et également Yvon Cotier, associé de l'agence d'architectes ASSA Architectes et associé. Donc je rappelle, les journées du patrimoine, ce sera les 18 et 19 septembre prochain. On marque une nouvelle pause, on va s'intéresser, alors on l'a un petit peu malmené tout à l'heure, à la RE 2020 avec un décryptage justement autour du sujet de la ventilation, parce qu'on a quand même parlé beaucoup de ventilation double flux dans cette séquence. On va parler de qualité de l'air intérieur et comment optimiser la ventilation. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, la rénovation énergétique dans les territoires, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.